3 semaines après la mort suspecte du milliardaire Jeffrey Epstein, soupçonné de trafic sexuel de mineurs. De nombreuses victimes américaines ne comptent pas en rester là, tandis que de nombreuses questions demeurent sans réponse. Une enquête qui pourrait éclabousser de nombreuses personnalités est également en cours en France. Mal aimé des professeurs et des oppositions, le ministre de l'Éducation nationale fait sa rentrée après la chaotique session du bac 2019. Jean-Michel Blanquer a profité de l'occasion pour annoncer quelques mesures controversées, notamment concernant les violences scolaires. La ville de Mardé en Syrie libérée des bombardements terroristes, une information passée presque inaperçue alors que des cellules islamistes sont toujours actives en Irak et en Syrie. Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire Epstein n'est pas morte quelques semaines après la disparition de l'homme d'affaires accusé de trafic sexuel sur mineurs. Plusieurs victimes présumées réclament justice. Des témoignages qui pourraient éclabousser de nombreuses personnalités jusqu'en France. Obsédé sexuel, violeur, pédocriminel ou tête d'un réseau de prostitution de mineurs, qui est véritablement Jeffrey Epstein ? L'homme d'affaires américain que les médias ont renommé Epstein, comme Albert Einstein sans doute, décédé le 10 août dernier dans des conditions obscures dans sa prison de New York, semble bien avoir emporté ses secrets dans la tombe. C'est en tout cas ce que redoutent plusieurs de ses victimes outre-Atlantique, privées d'un procès en bonne et due forme depuis sa mort. Après avoir été entendues par le tribunal, certaines ont voulu s'exprimer aux côtés de leur avocate. It was both empowering and infuriating to know that the person who I needed to hear those words is not here to hear them. I was recruited at a very young age from Mar-a-Lago and entrapped in a world that I didn't understand, and I've been fighting that very world to this day, and I won't stop fighting. I will never be silenced until these people are brought to justice. Jeffrey Epstein's death, whether it was a suicide or murder, does not end the case, does not end their fight for justice. It does not end their feeling that they were manipulated and victimized. Condamné en 2006 pour des relations sexuelles illégales avec des mineurs, Jeffrey Epstein avait aussi plaidé coupable 2 ans plus tard pour sollicitation de prostituées mineures. Il avait alors écopé d'une peine aménagée de 13 mois de prison, mais il est loin d'avoir révélé tous les secrets de ces réseaux tentaculaires. Ami des stars et des politiques, l'homme partageait sa vie entre ses différentes demeures américaines et sa fameuse île caribéenne qu'il appelait l'île des péchés. L'homme possédait également un immense hôtel particulier de 2300 mètres carrés avenue Foch dans le 16e arrondissement de Paris. La publication de son fameux Black Book, carnet noir, où figurent les adresses de nombre de ses contacts pour organiser des soirées massages, a également fait l'effet d'une bombe. Le nom de Bill Clinton n'est qu'un exemple des invités. Un nom qui suffit pourtant à rappeler que la campagne présidentielle américaine de 2016 avait laissé surgir le terme de Pizzagate, en référence à des soirées privées où des mineurs auraient été abusés, le tout organisé par les frères Podesta proches d'Hillary Clinton. Une affaire qui avait été balayée au rang du complotisme. Une chose est sûre, un tableau de Bill Clinton en robe bleue a bien été retrouvé dans une des demeures d'Epstein, décidément habitée par des passions originales. Dans l'enquête de 2006, des investigations auraient révélé qu'Epstein avait placé des caméras de surveillance dans une de ses villas pour filmer les rapports sexuels de personnalités avec des prostituées pour en faire ensuite du chantage. Une manière efficace de tenir les individus influents qui partageaient ses vices pour ensuite exiger des faveurs, qu'elles soient financières ou judiciaires. Le carnet d'adresses a depuis révélé des liens avec la France, notamment avec un certain Jean-Luc Brunel, le dirigeant d'une agence de mannequins MC2, dans laquelle Epstein avait investi. Dans les années 2000, le modèle américain Virginia Roberts Giuffre avait d'ailleurs accusé Brunel d'avoir livré 3 filles de 12 ans à Jeffrey Epstein pour son anniversaire. C'est la même présumée victime qui avait intenté une action en justice en 2015 contre le milliardaire et son ex-compagne, une certaine Ghislaine Maxwell, introuvable depuis 3 ans, proche de Bill Clinton et fille du magnat des médias britanniques. Virginia Roberts Giuffre a expliqué avoir été recrutée à 16 ans par Ghislaine Maxwell pour avoir des rapports sexuels avec Epstein. Lagardère, Rothschild, Clermont-Tonnerre et bien d'autres grands noms du quota français figurant sur le Black Book d'Epstein auront aussi de quoi nourrir le volet français de l'affaire, puisque le parquet de Paris a ouvert une enquête le 23 août dernier. D'autres personnalités moins connues, comme un certain Jean-Paul Mulot, ancien directeur délégué du Figaro et actuel représentant permanent des Hauts-de-France au Royaume-Uni, est aussi cité. Philippe Emery, le patron du groupe RN dans la région, a d'ailleurs demandé des éclaircissements sur l'affaire à Xavier Bertrand.
L'association Innocence en danger a annoncé quant à elle il y a quelques jours avoir au moins 10 témoignages, principalement des victimes, concernant des actes commis sur le sol français en lien avec l'affaire Epstein. Une affaire qui, si elle n'est pas tuée dans l'œuf, pourrait bien avoir des répercussions particulièrement importantes sur les personnes impliquées, mais aussi sur l'existence de réseaux pédocriminels. L'heure de la rentrée a sonné. Mardi, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a présenté et défendu ses réformes pour la nouvelle année scolaire avec pour mot d'ordre réussite et sécurité. Thibaut Bastide. La réussite, voilà le nouveau credo du ministre de l'Éducation nationale à l'aube de la rentrée 2019. Après une fin d'année scolaire agitée avec la réforme du baccalauréat, Jean-Michel Blanquer aborde cette nouvelle année avec une volonté d'apaisement. Mardi, lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée, le ministre de la rue de Grenelle a dévoilé sa feuille de route après l'adoption début juillet d'une loi dite pour une école de la confiance. Égalité des chances, bien-être au travail des personnels et environnement. 3 thèmes au centre de la présentation de Jean-Michel Blanquer. Se sachant particulièrement attendu au tournant par les professeurs et les syndicats de l'enseignement, le ministre de l'Éducation nationale a donc tenté de jouer la carte de la pédagogie. Il faut dire que le contexte politique entourant la rentrée des classes est peu favorable. Entre la loi de transformation de la fonction publique tout juste promulguée et la réforme des retraites qui se dessine et pour laquelle les enseignants redoutent d'être les grands perdants, Jean-Michel Blanquer s'est montré particulièrement prudent en mettant avant tout l'accent sur les conditions de sécurité, que ce soit pour les élèves comme pour le corps enseignant. Des conditions réclamées par la communauté éducative depuis près d'1 an, après l'affaire de la professeure menacée par un élève avec une arme factice à Créteil, ayant donné naissance au mouvement Pas de vagues et des stylos rouges. Ainsi, après de longs mois de report et de propositions controversées, notamment l'hypothétique suppression des allocations aux familles d'élèves violents, Jean-Michel Blanquer a misé sur la prudence. Existe donc l'idée de la suspension des allocations familiales pour responsabiliser les parents de ces mêmes élèves perturbateurs et poly-exclus. Le ministre a choisi une mesure moins dure, un protocole d'accompagnement et de responsabilisation des parents. En d'autres termes, ces derniers pourraient être envoyés dans des classes relais pendant 6 mois ou accueillis dans des internats tremplins où ils suivront une remise à niveau scolaire et un accompagnement comportemental. Une mesure déjà controversée comme nous l'explique Gilles Ardina, coordinateur du forum École et Nation. Ce sont des mesures très clairement insuffisantes et décevantes. C'est-à-dire que les Français ont entendu pendant 9 mois ce plan de lutte contre l'insécurité. Vous vous souvenez, il y a 9 mois, c'était la crise autour de Pas de vagues, ce phénomène de violence scolaire. Et au total, la montagne a accouché d'une souris, avec, comme vous le dites, des annonces dont M. Blanquer est le spécialiste, où par exemple, on va signer des protocoles avec les familles, puisqu'il ne s'agit pas évidemment de supprimer les allocations familiales. M. Blanquer n'ose pas rentrer dans ces mesures-là. Il y aura toutes sortes de mesures administratives, en quelque sorte de mesurettes, avec par exemple des conventions départementales interministérielles, bref, des effets d'annonce, mais qui n'auront aucun effet concret sur le problème difficile de la délinquance. Est-ce que vous croyez par exemple que dans les familles de poly-exclus, les poly-exclus, c'est le terme consacré pour parler des délinquants les plus durs dans les écoles, est-ce que vous croyez que le fait de signer un protocole écrit va calmer qui que ce soit dans ces établissements difficiles? Donc c'est une déception et M. Blanquer a démontré lors de sa conférence qu'il était, en matière de sécurité comme dans tous les domaines, un spécialiste de l'enfumage. Par ailleurs, les parents des élèves concernés pourraient aussi signer un contrat de responsabilisation et les délais des conseils de discipline seront réduits. Par ces méthodes, le ministre de l'Éducation nationale souhaite afficher une forme de retour d'autorité et signifier la fin du calvaire pour les professeurs. Cependant, pour Gilles Ardina, ces mesures ne vont pas assez loin. Non, c'est totalement insuffisant et c'est essentiellement des effets d'annonce. Parce qu'en fait, sur la question de la violence scolaire, on n'a pas besoin de multiplier les protocoles, on n'a pas besoin de multiplier les circulaires ou les conventions, ce que M. Blanquer a annoncé. Il suffit de donner des ordres clairs à l'institution scolaire. M. Blanquer est ministre. Il peut dire à ses recteurs et à tous les chefs d'établissement d'appliquer demain la tolérance 0, avec une échelle des peines et des punitions, des sanctions pour les élèves qui soit beaucoup plus élevée. Mettre en place la tolérance 0, c'est une volonté politique.
Multiplier les supports et les réponses administratives, c'est pour faire de la com. Ce qu'il manque à Jean-Michel Blanquer, c'est la volonté politique. Et c'est pour ça que ce plan, qui est une succession de mesurettes, est voué à l'échec. Et malheureusement, je le dis moi en tant que professeur, on va se retrouver encore dans des situations incroyables où des élèves perturbateurs ne sont pas punis. Je vous donne un exemple. Il faut que Jean-Michel Blanquer dise de manière très ferme que les parents d'élèves n'ont plus à interférer dans les punitions. Parce que ça, c'est un problème. Les parents d'élèves viennent, font un scandale et obtiennent l'annulation parfois des punitions pour leurs enfants. La volonté politique, c'est de ça dont l'école avait besoin. Et malheureusement, M. Blanquer n'a pas répondu à cette attente hier lors de sa conférence de presse. La ville syrienne de Mardel libérée des bombardements djihadistes. Après plus de 7 années de combat, la ligne de front de la poche d'Idlib a été repoussée. La guerre contre le terrorisme, elle, continue dans le silence des médias occidentaux. Olivier Frère-Jacques. Les djihadistes ne bombardent plus la ville de Mardeh, cette agglomération située dans la région d'Idlib, dans le gouvernorat de Ham, à l'ouest de la Syrie, faisait l'objet d'attaques d'organisations terroristes islamistes depuis 2012. Ville chrétienne, Mardeh était devenue un symbole de résistance face aux assauts terroristes. Une offensive de l'armée syrienne menée dans la région d'Idlib a délogé le groupe Hayat Tahrir al-Sham, HTC, anciennement Al-Nusra, et un temps lié à l'État islamique, puis à Al-Qaïda. Après 7 années de bombardements causant la mort de plus de 150 personnes, civiles et militaires, cette ville de petite taille située sur la ligne de front de la poche d'Idlib a donc connu des scènes de liesse vendredi dernier, fêtant la fin d'une page sombre de son histoire. Des cloches qui sonnent et une messe célébrée par Monseigneur Balwaki de l'église grecque-orthodoxe de Hama dans l'église Saint-Georges pour rendre grâce après la libération de la ville. Parmi l'assistance, des volontaires français de l'association SOS Chrétien d'Orient qui apportent secours et assistance à la population locale, une population qui est passée de 23 000 habitants à 16 000 depuis le début du conflit. À la libération de Mardeh s'ajoute celle de la ville voisine de Skelbié, également en zone contrôlée par le pouvoir de Damas, mais aussi en proie au bombardement. Pour Alexandre Goudarzi, chef de mission en Syrie pour l'ONG SOS Chrétien d'Orient, la fin des bombardements dans ces deux villes est loin de signifier la fin de la guerre. Une partie du territoire demeure d'ailleurs sous domination terroriste. La poche de Idlib est toujours occupée et après vous avez toute la partie à l'est de l'Euphrate, en Syrie, qui est occupée dans la zone kurde. Dans le cadre de son activité, l'ONG SOS Chrétien d'Orient vient notamment en aide à une population dont les hommes, qui d'ordinaire font vivre les familles, sont absents. On essaye de prendre part à la reconstruction. On essaye aussi d'aider les centres de personnes handicapées, les centres de personnes âgées qui sont à la retraite. On essaye d'aider aussi le collectif des femmes veuves, femmes des martyrs, familles des martyrs, les gens qui ont perdu un fils, un frère, un mari, etc. sur le front. Donc on essaye de les aider pour pouvoir subvenir à leurs besoins parce que chaque fils, chaque frère, chaque cousin, chaque membre mâle, masculin qui passe son temps sur la ligne de front, c'est quelqu'un qui rapporte pas d'argent au foyer. Une micro-économie bouleversée par la guerre, un territoire syrien toujours en proie aux attaques terroristes et un silence coupable de nombreux médias. Silence qui concerne le sort des chrétiens dans certaines terres d'islam depuis de nombreuses années. Des chrétiens qui étaient considérés par les musulmans comme une espèce de 5e colonne de l'Occident en terre d'Orient. On nous a jamais parlé de ça. On a commencé à nous parler d'eux qu'à partir du moment où on pouvait plus le cacher. C'était tellement une évidence, tellement quelque chose de flagrant qu'on pouvait plus nous le cacher. Et on a commencé à nous parler de ces choses-là en 2013, 2014, alors que depuis 2003, 2002, ils étaient en train de subir physiquement, sévèrement, objectivement. En fait, c'est une continuité. Un silence médiatique et un désintérêt politique, mais aussi une difficulté à nommer l'ennemi. Ainsi, si tout le monde s'entend pour dire que Daesh est une organisation terroriste, il n'en va pas de même pour d'autres groupes djihadistes combattant et usant pourtant des mêmes méthodes de terreur. On est d'accord pour dire que Daesh, c'est le terrorisme. Donc on nous parle du dernier bastion de Barouz qui a été neutralisé en mars ou en février 2019. Alors on dit oui, le terrorisme est terminé depuis cette période-là. Et parce que tout ce qui est Al-Qaïda ou tout ce qui est Al-Nusra, c'est relégué au second rang, c'est relégué à un rang de terrorisme plutôt modéré, alors qu'en réalité, le combat continue. Donc parce qu'on a accepté de dire que Daesh est terminé, donc finalement la guerre est terminée en Syrie parce que Daesh est terminé. Al-Nusra qui continue avec Al-Qaïda en Syrie, on ne parle plus de terrorisme. Donc on ne parle plus de la guerre en Syrie. La guerre est terminée parce que Daesh est terminé. Mais en réalité, Al-Qaïda continue de subsister. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Florian Jeannin.
Le MEDEF fait son université d'été. Comme chaque année, ce syndicat patronal réunit quelques célébrités pour ceux qui s'apparentent souvent à une sorte de festival de Cannes politico-économique. Cette année, c'est l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui sera à la tête d'affiche. Pendant 2 jours, à compter de ce mercredi, l'hippodrome de Longchamp verra circuler des personnalités politiques de premier ordre, parmi lesquelles 11 membres du gouvernement, mais aussi Éric Woerth pour les Républicains ou encore Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Toutes les oppositions ne sont cependant pas les bienvenues puisque Raquel Garrido, proche de Jean-Luc Mélenchon, a été décommandée, tout comme l'égérie libérale conservatrice Marion Maréchal Le Pen. Nouveau bras de fer maritime pour Matteo Salvini. Le ministre de l'Intérieur italien a interdit l'entrée dans les eaux territoriales italiennes d'un nouveau bateau humanitaire baptisé Eleonore, sous pavillon allemand, appartenant à l'ONG Mission Lifeline, transportant une centaine de clandestins. En juin dernier, un autre navire de cette même ONG avait été placé sous séquestre à Malte, où il avait débarqué plus de 230 migrants. Le capitaine de ce navire, Klaus-Peter Reich, avait été accusé par les autorités maltaises et italiennes d'avoir enfreint les règles en refusant notamment de se plier aux ordres des gardes-côtes libyens. Le même capitaine est aux commandes de l'Eleonore. Revirement conditionnel au Brésil. Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré qu'il était finalement ouvert à une aide de l'étranger pour lutter contre les incendies en Amazonie, mais sous plusieurs conditions. Tout d'abord, il souhaite qu'Emmanuel Macron retire ses insultes. Et surtout, il veut que cet argent, une fois entré au Brésil, n'aille pas à l'encontre de la souveraineté brésilienne. Son homologue bolivien, Evo Morales, a pour sa part qualifié l'aide d'urgence du G7 de 20 millions de dollars de toute petite contribution. Les repentis de la fraude fiscale rapportent gros à l'État. Installé en 2013 par le gouvernement socialiste de Jean-Marc Ayrault après l'affaire Cahuzac et fermée fin 2017, la cellule de régularisation des comptes cachés aura traité 47 000 dossiers, notamment grâce à la promesse de ne pas entamer de poursuites au pénal. Les contribuables repentis n'auraient que des amendes et des pénalités, ce qui a permis à l'État de récolter 9,4 milliards d'euros en impôts et amendes. Les chasseurs de hackers réussissent à noyer le ver. Les gendarmes du Centre de lutte contre les criminalités numériques ont réussi à désinfecter 850 000 ordinateurs de particuliers dans le monde. Un ver s'était répandu dans les systèmes de milliers d'utilisateurs, allant même jusqu'à gangréner des sites institutionnels en les contrôlant à distance. L'organisation criminelle a été neutralisée et les machines touchées nettoyées. Reste à découvrir qui se cache derrière ces méfaits d'envergure. Pour l'heure, les enquêteurs regardent vers l'Europe de l'Est. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette émission. Tout de suite, retrouvez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Ce soir, Christopher Lann vous parle de la chute de l'Empire romain. 1476, c'est une date que vous connaissez tous, c'est une date symbolique puisqu'il s'agit de la chute officielle de l'Empire romain. Et pourtant, ça n'est justement qu'un symbole, parce qu'au-delà des événements qui ont touché Rome, eh bien dans le reste de l'Empire, la transition ne s'est pas faite en un jour, il n'y a pas eu de changement brutal comme ça du jour au lendemain. C'est pourquoi on va s'intéresser aujourd'hui à la Gaule dans cette période charnière de l'histoire. Quelle était la situation avant et après de la Gaule romaine et comment la transition a-t-elle été gérée pour aboutir jusqu'à la prise de pouvoir des Francs de Clovis. En gros, la question est tout simplement comment a débuté l'histoire de France. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette édition. Tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol de Christian Combaz et on se retrouve demain. Bonsoir. Donc c'est bizarre, mais j'ai bel et bien
croisé à Villeneuve un Américain nommé Colin, qui a épousé une Française, qui ressemble d'ailleurs à Sean Connery, et qui vit de quoi? Eh bien, de consulting en matière de vin, d'œnologie, de vente de vin. Il est à moitié à cheval sur l'Afrique du Sud, un peu l'Italie. Et il déteste les Chinois, mais il aime beaucoup les Russes. À Villeneuve, il y a des vignobles partout autour, mais lui, il travaille beaucoup avec Cahors, parce qu'il y a des liens séculaires entre les vins de Cahors et la Russie. Alors, je vous laisse chercher sur Internet lesquels. Alors pourquoi ai-je conversé avec lui, avec cet Américain? Parce que c'est lui qui est venu en fait me chercher, parce que Maxime, l'adjoint à la culture de Villeneuve, lui avait dit que j'avais cette petite chronique. Il a absolument tenu en tant qu'Américain, d'ailleurs pour une fois assez favorable à Trump, je veux dire pour un expatrié. Il a tenu à me dire pourquoi il pensait que Trump allait faire un exemple et s'attaquer au président français directement comme s'il était devenu un ennemi. Et j'avoue que son raisonnement m'a paru assez convaincant. D'abord, il m'a dit Trump, c'est un mâle super dominant. Il s'énerve dès que quelqu'un joue les dominants en sa présence. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je l'ai connu en Floride il y a 30 ans de ça. Il était déjà comme ça. Les mecs trop beaux, influents, séduisants, puissants, ils voulaient absolument savoir qui c'était. Ils faisaient littéralement enquêter sur leur sujet, à leur sujet. Ils les invitaient et souvent ils les faisaient admettre dans ses réseaux pour s'en faire des alliés. Et si ça ne marchait pas, ou pas assez vite, ils devenaient ses ennemis. Là, votre président Macron lui a déplu, il l'a trouvé trop arrogant, donc Trump réagit face à lui comme le peuple français d'ailleurs des Gilets jaunes, qui est la partie mâle dominante de la France en ce moment. Les Gilets jaunes, c'est la partie farouche, susceptible, la partie qui défie les prétentieux. Eh bien, quand Macron est arrivé, il n'a pas cherché à les amadouer, à jouer les rusés, les humbles. Il a dit, vous me remercierez plus tard quand vous aurez compris, etc. Il a plastronné, et les Français lui ont répondu, les Gilets jaunes lui ont répondu, mais qui t'es-toi pour nous parler comme ça? Et ben Trump, c'est pareil, pour ainsi dire. Il a toujours cette question au bord des lèvres à propos de Macron, au sujet du président français depuis le début. Mais qui t'es, petit blanc-bec, et pour qui te prends-tu? Et là, j'ai l'impression qu'il en a marre de se poser cette question. Du coup, elle est résolue. Il ne pourra jamais le vassaliser complètement. Ce gamin est trop orgueilleux. Le président américain attend donc le moment favorable pour le faire tomber. Le faire tomber comment? Comment peut-on faire tomber un président élu? Ai-je demandé, un peu naïvement. Eh bien, les États-Unis, en ce moment, font tomber à peu près qui ils veulent, m'a-t-il répondu. Les agents d'influence de Trump en France sont absolument légion, et la presse est aux mains d'intérêts pro-américains. Ne l'oubliez pas, ne l'oublie pas. Mais votre président a quelques faiblesses qu'il est facile d'exploiter. Ah bon, lesquelles? Eh ben, il m'a dit, ce qui est ennuyeux, c'est qu'à force de vouloir ressembler à un homme politique à l'américaine, avec des levées de fonds, des voyages à Las Vegas avec 100 personnes, des dîners à New York et à Londres, des opérations de fusion plus ou moins téléguidées entre l'industrie française et l'industrie américaine, votre président a laissé des cailloux de petits poussés derrière lui. Il suffit donc de remonter la piste et on va trouver ce qui, dans son accession au pouvoir, sent le bon gros scandale à l'américaine. Et moi, toujours faussement naïf, parce que j'avais l'impression que mes abonnés étaient à l'écoute, je lui ai dit, vous voulez parler de quoi là? De l'affaire Epstein? Il était présent lors d'un dîner de soutien, par exemple. Mais je lui dis, dans ces cas-là, vous savez, en France, une commission ou un parquet financier qui enquête, il n'y a aucune chance que ça aboutisse, jamais. Mais non, il m'a dit, d'abord, je ne vous parle pas du tout de l'affaire Epstein, mais de l'affaire Alstom, qui est une affaire autrement plus importante, et qui se passe chez nous, et on va probablement sortir des choses dont un journal anglais fera ses délices. À moins que votre président ne se couche complètement avant. Comme pour le traité CETA, par exemple. Ah bon, lui ai-je dit, mais vous m'avez fait peur là, parce qu'effectivement, c'est ce qui va se passer. Il va se coucher comme d'habitude. Alors c'est là qu'il m'a dit, sauf si la rue l'empêche de se coucher. Et là, quand même, cet Américain m'a paru connaître assez bien les mécanismes et les fonctionnements de la chose publique à la française. Nous verrons. Je vous remercie de vous abonner. À bientôt.